Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans Histoire de mecs, le podcast qui laisse la parole à des mecs pour parler de leur masculinité. Je suis Fabrice Florent, j'ai longtemps co-animé ce podcast qui s'appelait auparavant The Boys Club avec Mimi et je le reprends aujourd'hui en solo. Parce qu'il est temps en 2020 de laisser les mecs parler. Alors vous allez me dire, mais on entend qu'eux, ils prennent tout l'espace de parole, etc., etc. Alors oui, c'est pas faux. Mais on entend trop rarement les mecs parler de leur rapport à la masculinité. C'est donc ce que je propose ici à mes invités. Pensez à vous abonner au podcast, je vous pose tous les liens dans les notes de cet épisode. Mettez-lui une bonne note sur Apple Podcast et tant que vous y êtes, partagez cet épisode ou ce podcast à des mecs autour de vous. Ils vous en remercieront tôt ou tard. Merci d'avance et bonne écoute. Alors cette semaine, on est avec Angelo Follet. Salut Angelo. Salut Fab, ça va? Ça va et toi? Ouais, très bien, bienvenue chez moi. Merci de me recevoir. Avec plaisir. C'est extrêmement sympathique. Ce n'est pas du tout radiophonique, mais en tout cas, c'est sympa. Laissez-moi vous le dire, on est bien installé. Tant mieux. Angelo, t'es connu surtout sur les réseaux pour avoir développé ce compte qui s'appelle Balance ta peur, où tu fais ce travail depuis plusieurs années maintenant. Ouais, 2 ans. 2 ans, Ouais. où tu récupères des témoignages de tes followers et que tu viens y mettre du contexte à chaque fois, que tu viens donner un éclairage, je dirais. Ouais, un éclairage, un peu de recul, quoi. Disons. Déjà un petit pas de côté, ou en tout cas un peu de recul. J'en profite pour faire de la promotion post-podcast, c'est tellement dur à dire. C'est super. Cross. J'en profite pour podcast. Bref. Allez écouter l'épisode d'Histoire de succès avec Angelo où on parle vraiment de ton parcours et de comment t'en es venu à faire tout ça. Je vous mettrai le lien dans les notes du podcast parce que t'as un parcours qui est très intéressant et qui est très varié et éclectique, hétéroclite, je ne sais pas comment dire. On utilise des mots chelous pour commencer. Pour être intelligent. Ouais, tellement pas en plus. Au secours. Aujourd'hui, donc, t'es thérapeute. C'est une de tes casquettes. Ouais. Et tu sors là un livre qui s'appelle Balance ta peur. Alors, c'est pas Balance ta peur, le livre, c'est les 21 peurs qui empêchent d'aimer. Volontairement, avec l'éditeur, on a choisi de pas mettre Balance ta peur parce que c'est un peu obscur, Balance ta peur. On ne sait pas trop de quoi ça parle. C'était pas non plus pour surfer aussi sur tous les balances qu'il y a aujourd'hui. Et puis, pour aussi déconnecter un peu du digital. Voilà. Que ce soit vraiment un livre à part entière, mais que ce soit quand même issu du conte. On va parler un petit peu plus de, par exemple, les peurs qui sont inclus dans le fait d'être un mec aujourd'hui ou dans la masculinité. Je pense que c'est hyper intéressant. Ouais. Mais avant ça, la première question que je pose, c'est quoi pour toi être un mec? Il m'a eu. Je vais t'avoir. J'adore ce moment de réflexion que tous les invités ont, tu sais. Merde. Déjà, t'as pas envie de dire de conneries. Ça aussi, c'est un autre truc. Hein. Mais voilà, ça fait partie des peurs actuelles, je pense, pour beaucoup d'hommes. Aujourd'hui, la vision de l'homme que j'ai, avec laquelle je vis, je dirais que j'ai une vision qui tente, en tout cas, de séparer le moins possible les choses. Donc, dans cette approche, dans cette vision, si je prends vraiment beaucoup de recul et que j'observe les hommes et les femmes, je crois que la seule différence qu'on a, c'est un chromosome. Ouais, carrément. Je t'ai dit que j'allais être radical aujourd'hui. Dans le sens où, à part ce fameux XX et ce fameux XY, ce que je peux observer des hommes et des femmes aujourd'hui, c'est qu'il y a de moins en moins... Alors, ça peut paraître complètement déconnecté de la réalité de ce que beaucoup de gens peuvent observer aujourd'hui, mais ça me semble de beaucoup moins différent. Les hommes et les femmes me semblent de plus en plus... similaires, de plus en plus similaires, de plus en plus semblables, de plus en plus pris par les mêmes choses, de plus en plus... C'est marrant parce qu'on est vraiment dans l'ère du genre, de la communauté, donc vraiment de la séparation, de la division, de la fragmentation, dans quel camp tu es, à quel groupe tu appartiens, quelle identité, etc. Et pour autant, il y a quelque chose de très unisexe, je trouve, aujourd'hui.
Et donc, si tu veux, moi, quand je prends du recul comme ça et que, tu vois, ne serait-ce que dans un cabinet, que ce soit un homme ou une femme, à moins que ce soit quelque chose de la problématique de la personne qui vient me consulter, je fais pas la différence. Je me dis pas, c'est un homme, c'est une femme. Par contre, bien sûr qu'on va en parler, parce que si on parle de sexualité, si on parle de famille, si on parle de place, etc., oui. Mais dès le départ, si tu veux, je vois juste qu'effectivement, on est un peu pas foutu pareil. Ce qui est effectivement dû notamment à ce fameux chromosome. Et c'est marrant parce que Boris Cyrulnik en a parlé dans une conférence, justement en voulant vraiment dire que cet argument de la biologie, souvent réfuté, en disant que c'est parce qu'on est biologiquement pas fait pareil, qu'on n'agit pas pareil, etc. Il a dit un truc très très simple. Il a dit, en fait, c'est très très basique, mais on est quand même différent en termes de XX et de XY. Donc on peut pas le nier. Et il a expliqué l'impact que ça avait. Et il disait, quand on a X et X, s'il y a un des deux X qui est affaibli, qui est mal en point, qui est défaillant, il y a un autre X. Quand on a XY, si X ou Y est défaillant, c'est fini. Et donc, en fait, il expliquait que juste ça faisait que derrière, pour le système de survie naturel, il faut que X et Y soient d'autant plus forts, d'autant plus solides, d'autant plus résistants, parce que il n'y a pas de backup, quoi. Et en fait, moi, ça m'a vraiment parlé, non pas parce que je suis pas du tout sur l'espèce d'argumentaire de parce qu'on est foutu différemment, ça justifie nos comportements. Mais c'est vrai que juste ça, de me dire, tiens, c'est vrai que j'y avais jamais pensé, et que lui, comme c'est quand même son domaine, ça m'a vraiment fait réfléchir. Je me suis dit, effectivement, peut-être qu'à part ça, moi, ce que je peux observer, c'est qu'on est quand même... il y a quand même quelque chose d'unisexe aujourd'hui, et qui se veut unisexe aussi, j'ai l'impression. Mais c'est ça qui est très étonnant dans ce qu'on vit aujourd'hui. J'ai l'impression, en tout cas, pour la plupart d'entre nous, c'est à la fois la multiplication de la subdivision des communautés, des identités, de chacun à son petit truc différent qui fait qu'il est unique, etc. Et en même temps, une espèce de grande volonté d'unifier, de unisexiser. Enfin, tu vois, alors c'est un vieil argument, mais ce soit en termes de fringues ou en termes de, justement, de comportement, de sexualité et tout, quoi. Donc, pour moi, un homme, c'est aujourd'hui, avec le recul, XY, quoi. Coup de 60 épisodes. Première fois qu'on me l'a fait. Non, parce qu'il y a beaucoup de mecs qui se réfèrent à l'appareil génital, quoi, tu vois. Ils disent c'est le fait d'avoir une bite. Mais c'est vrai que de reprendre le truc un poil encore au-dessus, de reprendre un peu plus de recul, ça donne encore une autre dimension, quoi. Ouais, et puis en plus, quand tu regardes vraiment l'appareil génital de l'homme et de la femme de près, c'est foutu pareil. Donc, bon. Attends, t'es en train de dire aux mecs qu'ils ont une chatte comme tout le monde. Désolé les mecs. Alors les mecs qui considèrent que c'est important pour eux d'avoir une bite, ne partez pas tout de suite. Je vous parle là, je regarde mon enregistreur parce que je me dis, ils sont tous en train de partir. Tu sais quoi, Angelo, j'aimerais bien que il y ait plus de mecs qui écoutent ce podcast. Si t'arrives et que tu leur dis, bon les mecs, vous avez une chatte comme tout le monde, t'es là, partez pas. On la respecte, votre bite, on l'aime beaucoup. Ah oui, non, c'est pas un désamour pour la bite, hein. C'est juste, tu vois, c'est vraiment quand je prends vraiment du recul, je me dis, ok, il n'y a pas les mêmes fonctions exactement, il n'y a pas la même forme exactement, mais c'est quand même plus ou moins foutu pareil, quoi. Ouais, c'est intéressant. Ne serait-ce que, tu vois, du point de vue de la sexualité, du rapport sexuel, pardon, il y a vraiment de ça, c'est-à-dire qu'on peut vraiment, entre guillemets, faire des parallèles entre comment on peut donner du plaisir à un sexe de femme et comment on donne du plaisir à un sexe d'homme. C'est sûr que les zones ne sont pas exactement aux mêmes endroits, etc., quoique. Mais si tu regardes bien, en fait, il y
y a vraiment un espace dans lequel, par exemple, quand moi je vais me toucher, ça peut ressembler beaucoup à comment je peux toucher une femme ou vice-versa, tu vois. Parce que du coup, à partir du moment où tu considères que c'est quand même plus ou moins foutu pareil, et ben oui, en fait, on n'a pas juste un gland et juste, tu vois, enfin, il y a ça aussi, ça, comme vertu de voir ça avec un peu de recul, tu vois, de se dire que, parce que du coup, ça donne aussi accès à l'homme à des orgasmes différents, à des plaisirs différents, à comprendre que l'éjaculation n'est pas l'orgasme ou que ça n'est pas forcément la jouissance, mais que c'est juste un réflexe musculaire. C'est là, moi, que j'ai envie d'aller, c'est de me dire, ah bah tiens, effectivement, si on se voit à peu près tous foutus pareil, nous, ça peut aussi nous apporter quelque chose. C'est pas juste de dire, en fait, j'ai une chatte comme tout le monde, et donc je n'ai plus de bite, mais plus de dire, ah bah tiens, si je m'en occupais comme quand je m'occupe de ma chérie ou une telle, en fait, moi, je sais qu'en tout cas, de découvrir cette partie-là de ma sexualité, ça a été un changement radical, quoi, vraiment. J'ai découvert il y a quelque temps que j'étais complètement passé à côté de ce bouquin. Peut-être que tu en as entendu parler. C'est un bouquin de Martin Page qui s'appelle Au-delà de la pénétration. Ça te parle ou pas ? Non. Ok. C'est un bouquin où il dit en substance que pour que la sexualité soit mieux à la fois pour les mecs et pour les meufs, il faudrait que les meufs se fassent moins pénétrer et que les mecs se fassent plus pénétrer, notamment en rapport avec la prostate. Bah complètement. Alors, c'est un grand oui. Mais ça demande à l'homme d'accepter. On vient encore de perdre 50% de notre auditoire masculin. Les mecs, ne bougez pas. On va parler un peu de plaisir anal, mais vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Non, mais c'est un grand oui, dans le sens où... oui, enfin déjà quand tu constates les statistiques en termes de plaisir et d'orgasme chez les femmes par rapport à la pénétration, c'est quand même pas beaucoup. Ouais. Et puis pour nous, c'est vrai que nous, en tout cas en tant qu'hommes, ça nous demande un truc fondamental, c'est de renoncer à bander. Parce que en fait, c'est vrai que moi, en tout cas, ce que j'ai pu constater, c'est que ce soit pour moi ou d'autres potes ou d'autres hommes, il se passe rien si tu bandes pas, quoi. Mais en fait, il se passe plein d'autres trucs. et donc, oui, c'est sûr que c'est une... T'imagines, du coup, tu peux faire l'amour toutes les fois où tu bandes pas aussi. Comment ça ? Tu fais 2 fois plus l'amour, quoi. Donc voilà, c'est pour ça qu'effectivement, le fait d'être pénétré pour un homme et le fait de ne pas être pénétré pour une femme sont aussi des voies d'exploration, je trouve, et d'équilibre. Parce que tu vois, on peut aussi dire, on peut très bien parler des justices et des équilibres sociaux, des droits, etc. Mais comme moi je vois pas les choses séparément, du coup je me dis s'il faut que ça soit équilibré aussi en termes de charge mentale au foyer, en termes de travail, de conditions de travail, etc. Ça demande aussi à ce que dans la sexualité ça soit aussi le cas, c'est-à-dire que du coup qu'est-ce qui se passe quand la femme est un peu moins pénétrée et l'homme un peu plus, quoi. Je vous mettrai un lien vers un ancien épisode du Boys Club avec Quentin Zuition qui lui est homosexuel et qui explique à quel point les mecs hétéros qui veulent pas pratiquer le plaisir anal passent à côté d'un truc fou avec la prostate. Mais ok, merci. Mais il y a cette peur-là aussi, la peur d'être homo. Si tu veux, on en parle. Non, mais comme tu disais on parlait. Je sais pas, moi je te suis. Donc... Ah non, mais let's go, parce que oui. Non, mais en fait, ça fait partie des grandes peurs. Ça fait partie des grandes peurs en tant qu'homme, ou en tout cas, ce que tu appelles les masculinités. C'est. Il y a cette peur-là aussi derrière le fait d'avoir du plaisir prostatique, quoi. C'est que. Derrière, je pense pas que s'il n'y avait pas le jugement de l'homosexualité, socialement, les hommes auraient peur de ce plaisir-là. Enfin, tu vois, c'est le plaisir en soi et la pratique en soi. Alors oui, c'est sûr qu'au début, c'est peut-être pas agréable ou pas facile, etc. Mais je veux dire, une fois que tu es dans cette expérience de plaisir, de toi à toi, il n'y a pas de jugement dans l'absolu. C'est plus merde, qu'est-ce que les autres vont dire, quoi. Donc effectivement, il y a le regard des autres hommes, et je suis même pas sûr des femmes, mais surtout le regard des autres hommes vis-à-vis de cette pratique
peut être effectivement génératrice de peur de passer pour un homosexuel ou de révéler une part d'homosexualité. Ce qu'on est tous aussi, vu qu'on a tous des chattes. Hein, donc. Oh le mec. Et là, t'as plus d'auditeurs. Il continue. Il va achever mon podcast, qui pourtant vient de démarrer et qui se passe bien pour l'instant. C'était le dernier épisode. Ok. Mais oui, c'est hyper intéressant cette peur latente, cette homophobie latente en fait, parce que je pense que ça empêche les mecs, ne serait-ce que de se poser la question. Je pense que c'est hyper sain. Elle vient d'où pour toi en fait cette peur ? La peur de l'homophobie ? Ouais. La peur de l'homophobie en soi et chez les autres. Enfin, la peur d'être homosexuel en fait. Tu vois, pour moi c'est ça plutôt le truc. La peur d'être homosexuel, selon moi, c'est encore ce critère de potentiellement de virilité et donc effectivement. Nos amis grecs, merci les amis grecs, d'avoir posé les premiers jalons du patriarcat, parce que c'est vrai que si effectivement on reste cantonné à cette idée de phallus qui doit se dresser, de puissance, de domination, de ne pas montrer ses faiblesses, etc., c'est évident que se faire pénétrer quand même de manière symbolique, je sais pas, tu vois, les guerriers à cette époque-là, du coup, il fallait qu'ils soient forts pour évidemment pas se prendre d'armes, pas être blessé. Et tu vois, à l'époque, c'était des armes phalliques, puisque c'était quand même des épées, des couteaux, des trucs comme ça, des lances, des trucs qui sont durs et qui sont droits et qui, tu vois, dont le bout est puissant. Et il y a un peu cette idée-là derrière, je crois. Il y a l'idée de pénétrer, c'est pas quelque chose de sexuel au départ, ça reste quand même rentrer dans un orifice, ou en tout cas créer un orifice pour y rentrer. Donc, je pense que ça peut psychologiquement, de manière très 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 inconsciente, ramener à ça. C'est-à-dire que finalement, se faire pénétrer pour un homme, c'est un petit peu comme se prendre un coup de poignard. Si j'étais un guerrier et que je devais me battre et que je devais être fort, voilà, alors que au contraire. Au contraire. Donc il y a vraiment cette idée-là, je trouve, mais tu vois, se laisser pénétrer, finalement, même quand on le prend de manière imagée, pourquoi les hommes, pareil, parlent très peu de leurs émotions, ou en tout cas du mal à les exprimer, c'est pareil. Ils ont du mal à se faire pénétrer, en fait. C'est-à-dire qu'on ne rentre pas dedans. Donc il y a une espèce de bouclier là comme ça qui fait que effectivement, alors après ça peut être de la pudeur, mais globalement les hommes se protègent en fait de ça. Donc c'est ça qui est intéressant aussi dans cette volonté, je crois, de beaucoup de femmes que les hommes accèdent un peu plus à leurs émotions et les expriment. C'est qu'il faut comprendre qu'en dessous, c'est se faire pénétrer. C'est laisser quelqu'un rentrer en moi. Waouh. Donc, à partir de ce moment-là, ça remet quand même beaucoup de choses et de domaines différents en perspective. C'est-à-dire que du coup, effectivement, il y a aussi la peur de l'homosexualité en soi. Effectivement, si je suis vulnérable et que tu es en moi, il y a un endroit que je peux pas contrôler. Tu vois, donc il y a aussi cette idée de contrôle. Alors que oui, le phallus qui rentre et qui sort, a priori c'est toi qui le contrôle plus ou moins, même si la femme peut évidemment gérer aussi ce mouvement-là. Donc voilà, pour moi c'est vraiment corrélé, quoi. C'est-à-dire que si on parle d'homosexualité en soi, de plaisir prostatique, d'exprimer ses émotions, et au final on est quand même sur le même sujet, quoi, tu vois. Pour moi, en tout cas. Waouh. Ça va être une question que je vais poser à tous mes invités désormais, tu vois. Est-ce que tu as peur d'être pénétré en venant parler dans ce podcast ? Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a un peu effectivement, de briser un peu la carapace, quoi, tu vois. Ouais. Comme tu me disais, tu vois, sur l'épisode que tu avais fait. Ouais. Là, donc, pour redire un petit peu, mais ça va sortir sans doute après cet épisode, donc coming soon. Mais j'ai interviewé un invité qui a mis 35
minutes d'interview, et c'est très intéressant l'interview avant, mais juste avant d'ouvrir les portes, en fait. Mais avant ça, j'avais la sensation que j'avais dû lui montrer patte blanche, j'avais dû lui montrer que j'étais... Ouais. C'est pour ça qu'il y a cette idée aussi, tu vois, assez répandue que la femme va plutôt être dans ce mouvement de l'extérieur vers l'intérieur, et donc du coup s'occuper plutôt de l'intérieur, et l'homme de l'intérieur vers l'extérieur. Parce que du coup le mouvement de l'extérieur vers l'intérieur, c'est un mouvement de pénétration, c'est un mouvement de rentrée, c'est un mouvement d'ouvrir ses portes, comme tu dis. Et voilà, il y a une perte de contrôle à ce moment-là qui est immense. Parce que ne serait-ce que pour le plaisir prostatique, si tu contrôles et que tu résistes, ça marche pas, quoi. Donc, mais tu vois, on peut faire des métaphores avec tout, en fait, ça fonctionne, parce qu'en fait le principe est toujours le même. Donc ouais, une grande détente ne vous rend pas forcément soumis ou faible, mais au contraire vulnérable et vivant dans cet espace-là, quoi. Donc pour moi, c'est essentiel. Après, je dis pas que c'est facile, quoi. Vraiment, on en parle assez, tu vois, on rigole et tout, mais je pense que c'est vraiment un endroit qui est difficile à contacter pour les hommes. Et en fait, je crois que si certains hommes veulent en tout cas explorer ces espaces-là, il faut que l'environnement soit vraiment sécure, quoi. Moi, il y a beaucoup de femmes autour de moi qui me disent, mais comment on peut faire ? Je dis, déjà, changer le vocabulaire. Parce que le vocabulaire employé par les femmes pour attirer des hommes ou faire comprendre des choses à des hommes, malheureusement, c'est un vocabulaire de femmes. C'est un vocabulaire qui parle aux femmes. Tu vois, j'ai constaté, moi, si je veux organiser des cercles d'hommes, ça parle pas aux hommes. Parce qu'en fait, les hommes se réunissent pas en cercle pour parler. Les hommes se réunissent pour être dans l'action, fondamentalement. Donc, je crois que en plus, c'est une discussion qu'on avait déjà eue. Ouais. C'est que du coup, il faut, je crois, proposer aux hommes d'abord un environnement sécure dans lequel ils peuvent être en action. On pourrait jouer à la console, aux jeux vidéo. Mais par exemple, regarder un match de foot. Et pourquoi pas débriefer, créer un espace de parole après pour dire tiens, comment vous avez vécu ça, mais pas l'inverse, quoi. Comme on le dit, voilà, ça va de l'intérieur vers l'extérieur pour la plupart des femmes, en tout cas pour l'énergie du féminin. Donc effectivement, le cercle de parole, ou en tout cas la réunion avec l'expression de l'intimité, ça va être le premier pas vers après la mise en mouvement, la mise en action vers l'extérieur. Les hommes, c'est l'inverse. Si vous voulez rentrer dans l'intimité, il faut d'abord qu'il y ait une expérience avant. Waouh. On a retrouvé des auditeurs. Ouais, j'espère. Qu'est-ce qui fait que les mecs, selon toi, ont peur d'avoir peur ? Parce que pour moi, c'est vraiment une constante du travail sur la masculinité. C'est qu'il y a pas mal de mes invités, là, des tout premiers, qui m'ont dit « Ok, j'ai peur d'aller voir ce qui se passe en moi. » Mais parce qu'on s'effondre. Parce que ça tient à pas grand-chose, parce que tout est bâti sur un château de cartes. Parce que en plus il y a l'angoisse qu'il y a personne qui va pouvoir nous rattraper, qui va nous donner la main si on commence à se noyer, qui va nous tendre la corde, voilà, si on commence à tomber. Enfin, il y a vraiment cette idée que comme on est dans un inconscient collectif où c'est censé être l'homme qui s'occupe de la survie, je dirais matérielle, physique, etc. Du coup, en fait, si moi je commence à rentrer à l'intérieur, à être vulnérable, à aller voir ma part d'ombre, à aller voir mes angoisses, à aller voir ma tristesse, à aller voir tout ça, mes peurs, si on commence tous à faire ça, il y a un peu l'illusion que mais qui va nous aider dans ces cas-là alors ? Et c'est pour ça que je parle de créer des environnements et des espaces sécures. Parce que, en fait, à partir du moment où c'est sécure, et que tu dis à la personne qui est en face de toi, t'inquiète pas, je suis là, voilà, enfin, vas-y vraiment, tu vois, tu vas pas mourir, et si tu meurs, t'inquiète pas, tu vas revenir. Il y a vraiment cet endroit-là, en fait,
Je crois que vraiment fondamentalement l'homme est insécure en fait, et c'est pour ça qu'il veut pas aller là où ça fait mal. Alors il va aller là où ça fait mal physiquement, il va aller se confronter, etc. Mais il va pas aller forcément dans les endroits intimes parce que c'est abyssal en fait. Mais la femme a l'habitude de cet abysse quoi. Hein, donc je crois que en fait. Étonnamment, il faudrait être capable, avec beaucoup d'amour, de donner confiance à des hommes qui ont vraiment pas l'air du tout d'être des tendres. Et c'est ça qui est un peu paradoxal, c'est qu'effectivement, plus les hommes sont durs, plus ils témoignent de leur manque de confiance, en fait. Donc, c'est plutôt vers eux qu'il faut tendre la main. Après, il y a des hommes, tu vois, qui ont déjà un peu cheminé ou qui sont un peu plus à l'aise avec leurs émotions. Ceux-là doivent justement tendre la main à ces hommes qui, soi-disant, nourrissent encore le patriarcat, etc. Alors qu'en fait, tout ça, c'est un manque de confiance inouï d'aller explorer ses angoisses profondes et sa tristesse et son chagrin. Et je sais pas si ça doit se faire avec une femme ou un homme, pour le coup. Y a des hommes qui vont préférer avoir une figure maternelle, une figure de grande sœur, une figure... féminine, et il y a des hommes qui vont préférer la fraternité, qui vont préférer ce truc un peu collectif ou un peu où on s'identifie. Donc ça après c'est vraiment chacun à sa sensibilité, mais les hommes ont peur d'avoir peur parce que en fait ils ont peur de pas s'en sortir quoi. S'ils commencent à mettre un pied dedans, il y a vraiment cette angoisse de se faire engouffrer quoi. Et qu'est-ce que tu as envie de leur dire aux auditeurs qui sont revenus parce qu'on a arrêté de parler de plaisir anal, n'est-ce pas? Non, ils ont quand même une chatte. Hein. Oh putain, mais arrête! Merde. T'es chiant. Tu es en train de briser mon projet. Je voudrais que des mecs écoutent ce podcast, pas que des meufs, parce qu'il y a tellement de meufs qui écoutent. Tu sais ce truc? Oui. Je voudrais vraiment qu'il y ait beaucoup plus de mecs qui écoutent ce podcast. Ouais. Si tu passes ton temps à leur dire qu'ils ont une chatte, ils vont partir. Bref, qu'est-ce que tu as envie de leur dire à ces mecs qui peut-être sentent en eux que, ok, ils ont cette peur-là, ou ok, il y a un truc qui cloche, mais qui savent pas forcément quoi ni comment. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire, peut-être pour les inciter à le faire, et peut-être pour les rassurer aussi, tu vois? Je sais pas si je peux inciter, mais moi, de par mon expérience et de ce que j'ai traversé ou vécu, le seul truc que je peux dire qui pourrait être rassurant, c'est que derrière cet inconnu, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe de l'autre côté, il y a quelque chose de beaucoup plus grand et de beaucoup plus plaisant et de beaucoup plus simple et de beaucoup plus léger que dans le monde juste avant, en fait. Il y a vraiment ce truc de... Il faut traverser l'inconnu, c'est-à-dire qu'il faut traverser et pouvoir s'abandonner à « Ok, je ne sais pas ce qui va se passer, je ne sais pas si je vais revenir, je ne sais pas comment je vais revenir, je ne sais pas si je vais m'en sortir. » mais en fait, c'est ça le plus dur. C'est pas le truc d'après, parce que le truc d'après, en fait, il est magnifique, quoi. Donc, il y a vraiment un autre monde. Il y a vraiment un monde qui ne peut être accessible que si on s'abandonne totalement à ne pas savoir ce qui va se passer, quoi. Mais avec la foi que en fait, on est encore vivant derrière, quoi, et qu'on est encore plus vivant, en fait. Ça fait peur aussi, tu vois, de se lancer dans ça fait vraiment très peur. Ça fait vraiment très très peur. Mais je crois que la plus grande peur, c'est celle-là. C'est celle de mourir, c'est celle de s'abandonner, c'est celle de tout lâcher, c'est celle de l'inconnu, quoi, tu vois. Et moi, c'est ce que je dis souvent en atelier, je dis on n'a pas peur de l'inconnu, parce qu'en fait, l'inconnu, on ne sait pas ce que c'est. On a peur de perdre ce qu'on connaît. Et en fait, le problème, c'est ça, c'est que si on veut qu'il y ait quelque chose qui bouge dans la société, il faut qu'on lâche ce qu'on connaît déjà. Il faut qu'on lâche le passé, parce qu'en fait, là, on a l'impression qu'on est en train de faire la révolution de je sais pas quoi, mais en fait, on est en train de faire des boucles. En fait, on est en train de... Il y a beaucoup de gens qui disent, tu sais, qui parlent du coronavirus comme une répétition générale. Mais j'ai envie de dire, mais le monde se répète depuis des centaines d'années, en fait. Donc c'est pas, oui, c'est une répétition, mais c'est parce qu'en fait, on répète depuis le début, quoi.
Et en fait, pour sortir de la répétition, si on veut vraiment qu'il y ait quelque chose qui bouge, qui soit différent, il faut lâcher le passé. Et donc, il faut lâcher ces boucles qu'on entretient. Et en fait, ça demande vraiment de s'abandonner à ce qu'on ne connaît pas, quoi. Et ça, c'est pas le cas que des hommes, c'est le cas de l'être humain, vraiment. Pour revenir un peu plus sur les hommes, mais il y a un des trucs que disait Cyrus North dans le premier épisode qu'on a, enfin d'Histoire de mec pour le coup, pas du Boys Club, où il disait que il avait peur d'ouvrir la boîte de Pandore de la masculinité, en fait, parce que peut-être que ce qu'il y a dedans, ça va lui renvoyer une image d'un mec qui détesterait aujourd'hui, qui a pu faire des conneries, qui a pu être nul avec son prochain, avec des meufs, etc. Si t'étais en face de lui, qu'est-ce que tu lui dirais à Cyrus quand il te dit ça? Je pense que c'est le cas de plein de mecs en plus. Finalement, je lui dirais que s'il ouvre la boîte de Pandore et qu'il constate que il y a beaucoup de ressentiment par rapport à l'homme qu'il était avant, je vais dire tant mieux, cet homme-là n'existe plus. Mm-hmm. Donc, ce serait si je répondais vraiment à sa question, je l'aiderais à entretenir encore un truc qui est plus là, encore à entretenir une espèce de mémoire ou d'image de l'homme qu'il était, avec la culpabilité, la honte, etc. Ça, c'est vraiment le pire poison pour pas changer. Ouais. Tu vois, c'est de revenir sur un truc qui est plus là. Après, et d'un autre côté, c'est un travail qui est quand même nécessaire, non? Tu vois, de faire un peu une forme d'introspection et de se dire, ok, je viens de là, tu vois. Et ça veut dire qu'il faut l'affronter à un moment donné. C'est nécessaire, mais c'est nécessaire jusqu'à ce que ça soit inutile, en fait, dans le sens où c'est nécessaire si ça t'amène à un moment donné à effectivement faire le pas de plus qui te permet de justement passer de l'autre côté, de prendre conscience de ta construction, de ce que tu as expérimenté ou comment tu étais, etc. Et si c'est nécessaire pour te pousser au cul à dépasser ta peur de rentrer et d'ouvrir la boîte de Pandore, parce qu'une fois que tu as ouvert la boîte et une fois que tu es dedans, quelle est l'utilité finalement c'est comme ça qu'on sait qu'une thérapie est finie, hein. Moi, je ne sais jamais quand une thérapie est finie, à part au moment où je sens, et où la personne sent, parce que c'est surtout elle qui est en possession qui arrête ou pas la thérapie, mais c'est à partir du moment où cette personne sent que en fait, ça ne sert plus à rien de parler du passé, parce qu'en fait, ça n'existe plus, et que l'histoire qu'elle se raconte, c'est plus qu'une histoire. Il n'y a plus, si tu veux, l'émotion qui est attachée à l'histoire, tu vois. Donc, il n'y a plus la culpabilité, ou la colère, ou le chagrin. Il y a juste l'histoire, quoi, tu vois. Moi, c'est ce que je disais dans l'histoire de succès, c'est que j'ai été un enfant abandonné pendant très longtemps, jusqu'au jour où j'étais plus un enfant abandonné. Et c'est ça, en fait. Et du coup, je dirais à cette personne que il y a vraiment un autre monde, quoi, une fois qu'on ouvre la boîte. Et que, en fait, ce monde-là nous permet, je crois, de plus justement avoir besoin de se définir, tu vois. C'est un monde, moi, en tout cas, dans ce que j'expérimente, où je me fiche totalement de savoir si c'est homosexuel ou pas de se prendre un doigt dans le cul, quoi. Tu vois, quand je fais l'amour avec ma copine, on sait plus qui est qui, en fait. Enfin, on s'en fout, tu vois. Donc cet endroit-là, on peut le contacter en dehors de faire l'amour avec sa copine ou son copain, ou on peut le contacter tous les jours. C'est ce monde-là, en fait, dont je parle. Non, ouais, je comprends. Je pense que l'un des trucs aussi, c'est que la plupart des mecs ont tendance à aller en thérapie un peu tardivement dans leur vie. Et moi le premier, hein, tu vois, j'ai commencé, j'avais 39, un truc comme ça, presque 40 ans. Et en fait, tu t'es obligé, jusque-là, je me disais, ok, en fait, je vais bien, moi, j'ai pas de problème, tu vois. Et je pense que c'est le cas de tellement de mecs. Ouais. Et je pense que c'est le cas de tellement de gens, tu vois, mais il y a un vrai problème de santé mentale
chez les garçons, et là on s'en rend compte, tu vois, même chez les très jeunes, etc. Où, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire en fait pour les inciter à se tourner un peu vers une forme de thérapie où je sais même pas si on peut inciter les gens à prendre soin de leur santé mentale. La question, quoi, bah, déjà, j'ai envie de dire, si tu penses que tu n'as pas de problème, va voir un thérapeute. Quoi. Ouais. Il y a des personnes... moi, tu penses vraiment, parce que pourquoi on t'oblige à aller chez le dentiste ? On te conseille d'aller chez le dentiste une fois par an pour aller faire genre un détartrage, quoi, tu vois. T'es pas obligé. T'es pas obligé. Alors après, le détartrage, c'est différent, c'est un entretien. Ouais. Tu vas chez le dentiste, effectivement, pour une opération ou un truc. En fait, on va chez le médecin quand on sent qu'il y a un truc de santé qui va pas. Mais comment on le sait ? C'est parce qu'en fait, on souffre, il y a une douleur. Donc, si toi, tu considères que t'as pas de problème, c'est probablement parce que tu souffres pas de ça. Tu peux très bien... avoir une vie, je sais pas, qui est pas du tout stable, qui est effrénée, où t'as des relations un peu toxiques, etc. Mais en fait, tu te poses même pas la question. Donc, vu que tu te poses pas la question, quelque part, t'en souffres pas. Et c'est ça qui fait peur aux hommes, c'est qu'à partir du moment où tu mets un pied dedans, où tu ouvres la boîte de Pandore et que tu te poses la question, tu commences à en souffrir. Si tu te poses pas de questions, tu souffres pas. Donc c'est ça qui est délicat. C'est que je sais pas si j'ai envie d'inciter les gens à faire une thérapie. Moi j'ai envie de dire que les gens qui n'ont pas de problème avec comment ils sont et comment ils vivent, tant mieux. Magnifique, quelle sagesse. Et puis les problèmes après à traiter pour les hommes qui sentent un besoin parce qu'il y a une souffrance ou une douleur mentale en tout cas, ou en tout cas psychique ou émotionnelle ou relationnelle. Moi j'aime toujours dire qu'il n'y a pas que la thérapie, dans le sens où il y a beaucoup de choses qui sont thérapeutiques, quoi. Tu vois, ça, ce qu'on fait, c'est thérapeutique. Moi ça me fait du bien, ça te fait peut-être du bien, je pense voilà. Les gens qui nous écoutent en savent beaucoup plus sur le plaisir analyse. En fait je crois que c'est je pense que l'endroit dans lequel il peut être dangereux de tomber, c'est de vouloir comprendre. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un peu comme parfois ce qui se passe aussi dans certaines tentatives de révolution ou de lutte. C'est que, certes, là, il y a une bonne volonté en dessous, il y a une idée de justice, etc. Mais en fait, ça va utiliser la même énergie que ce qui crée le conflit. C'est juste l'autre côté du conflit, quoi. Et donc... Si la tentative est de comprendre et d'analyser uniquement, c'est possible qu'en fait tu restes que dans ta pensée, que dans l'intellect et que dans... alors que le truc le plus radical, ça reste quand même l'action. Ça reste quand même qu'à un moment donné, si j'ai peur de quitter mon boulot, parce que pour X raisons, tu vois, et que j'ai peur de me lancer dans mon projet de podcast, par exemple, que ce soit pour des questions de sécurité financière, matérielle, de loyauté par rapport à tes patrons, tes collègues, peu importe. Qu'est-ce que tu veux chercher à comprendre ? Soit tu quittes ton boulot, soit tu y restes. Tu vois, il y a un endroit où à un moment donné, comprendre c'est intéressant, si ça t'aide, etc. Mais encore une fois, c'est si ça te pousse à l'action. Si ça te pousse à te mettre en mouvement, si ça te pousse à faire le pas qui t'est nécessaire pour... parce que y a rien d'autre en fait. Enfin, tu vois. Et pourquoi pour toi c'est dangereux de chercher à comprendre sans pour autant chercher à l'action ? Je pense que c'est chercher à comprendre pour comprendre qui est dangereux, pas comprendre. Okay. Comprendre pour nous donner l'énergie, l'élan, la lucidité de mettre en place une action qui va nous permettre justement ce changement, oui. Mais comprendre pour comprendre, analyser pour analyser, il y a quelque chose qui est très... qui se mord la queue, quoi, tu vois. Pardon, désolé. Ça aussi, c'est vachement bien. Allez. Ok, je vois ce que tu veux dire. Tu vois ? Donc, thérapie, oui, mais déjà, si c'est nécessaire parce qu'il y a une souffrance réelle, et je dis bien souffrance réelle parce que moi j'ai pas mal de personnes qui viennent et qui font une séance parce qu'en fait ils comprennent qu'ils n'ont pas de problème, ou que en fait c'est pas un problème, ou que c'est pas normal,
que, je sais pas moi, la nana vient de se faire quitter, ça va pas du tout. Oui, ça ira dans 2 semaines, en fait. Enfin, tu vois. Et puis elle revient pas. Alors peut-être elle revient pas parce que ça lui a pas plu, ou peut-être qu'elle revient pas parce que en fait, il y a aussi ça, c'est-à-dire qu'en fait, je pense que la plus grande peur de l'être humain, ça reste quand même la souffrance, quoi. Tu vois. Et chez les hommes, mettre une main dans la boîte de Pandore et ouvrir la boîte de Pandore, c'est ouvrir la boîte de la souffrance. Et en fait, c'est aussi, voilà, c'est ce que je disais avec XY un peu en rigolant, mais il y a ce côté un peu mettre tout en place pour ne pas souffrir, quoi. Ce qui est absurde. Parce que, en fait, même quand tu essayes de pas souffrir, ce qui fait encore plus souffrir, c'est de résister à ça, c'est de lutter et de dire non, tu vois, à ce moment-là, à ça, quoi. Alors que, en fait, psychiquement, tu vois, émotionnellement, quand il y a quelque chose qui nous fait souffrir, c'est hyper important de le vivre pleinement, ce truc-là aussi, tu vois. Parce que c'est comme ça, en fait, que tu vis aussi pleinement les autres côtés de la vie. Tu vois, en fait, il y a un peu ce truc particulier chez les hommes, c'est que ils vont éviter de souffrir, ils vont éviter d'être dans l'émotionnel, dans l'intime, mais du coup, ils vont aussi se couper du plaisir, ils vont se couper de la joie, ils vont se couper de... Quand on se coupe d'une émotion, on se coupe de toutes les émotions, en fait. Donc, plus j'arrive à aller en profondeur dans potentiellement ma souffrance, plus je serais capable d'aller potentiellement dans l'inverse aussi, quoi. Donc en fait, tout est assez... comment dire C'est assez... ça stagne, quoi. C'est ça, c'est assez... c'est-à-dire que -1, c'est équivaut à +1, -2 équivaut à +2, etc. Donc si Ouais. -2 souffrance, t'es à +2 joie. Tu vois, si je fais un schéma Okay. un peu bidon. Donc, si tu arrives à vraiment traverser la souffrance qui est à moins 50, tu t'offres la possibilité aussi de contacter de la joie à +50, quoi. Je vois. Parce que souvent, en fait, c'est relatif. Enfin, souvent, c'est même toujours le cas. C'est-à-dire que c'est toujours relatif. Notre capacité à être joyeux, c'est notre capacité à souffrir. Moi, je le vois en yoga. Je sais qu'il y a un endroit où ça me fait chier, où ça me fait mal, où ça tire, où j'en peux plus, où j'ai envie d'arrêter. Et je sais que derrière, je sais que je continue derrière parce que je connais la sensation qu'il va y avoir après. C'est comme ça m'a fait du bien, en fait, quoi. Comme je me sens bien après, comme je me sens détendu après. Comme, tu vois, c'est un peu comme un élastique, quoi. Tu tends, et à un moment donné, du coup, la détente, elle est équivalente à ce que tu as tendu, en fait. Donc... ce qui fait que moi j'arrive à prendre du plaisir dans le yoga, c'est parce qu'il y a un moment donné où c'est difficile. Parce que en fait ça se suit, si tu veux. Il y a quelque chose, si tu veux, de temporel aussi dans l'émotion. Il y a toujours une émotion, donc après, voilà, dans le temps, t'alternes entre chaque émotion. Et donc c'est ce monde-là aussi dont les hommes se coupent quand ils veulent pas rentrer ouvrir la boîte de Pandore. Et par rapport à la souffrance des plus jeunes, moi c'est pareil, il y a des fois j'ai des jeunes, je leur dis mais c'est normal de ne pas savoir quitter à 17 ans. Et tu verras, à un moment donné tu sauras, et quand tu sauras, tu feras une crise, et quand tu feras une crise, tu diras en fait je crois que ça sert à rien de savoir qui je suis, parce qu'en fait je peux être ce que je veux. Mais c'est un cheminement, tu vois. C'est qu'il y a un endroit aussi où on est malheureusement dans cette société actuelle, on est dans l'instantané. Donc en fait, un problème égale une solution, et si c'est possible, maintenant tout de suite. Ce qui fait qu'il y a aussi une surconsommation de la thérapie, tu vois. Il y a des gens qui vont venir en thérapie alors que en fait, ça va pas aujourd'hui. En fait, c'est la pleine lune, et puis t'as tes règles, et puis je sais pas, voilà, il fait pas beau, et du coup, t'es de mauvaise humeur, et tu t'es levé du mauvais pied, et oui, c'est aujourd'hui, tu vois. Peut-être que demain, t'auras pas besoin de faire une thérapie. Donc en fait il y a un truc comme ça tu vois, aussi de consommation, quoi, qui peut être dangereux vis-à-vis des plus jeunes surtout. Okay. Parce que du coup les plus jeunes vont avoir moins d'argent, et quand ils vont avoir moins d'argent, ils vont choisir des domaines de compétences qui sont remboursés la plupart du temps, et qui sont pas toujours, je dis pas c'est pas toujours le cas, mais qui sont pas toujours les plus adaptés. Aller voir un psychiatre parce que ça va pas en ce moment, je sais pas, tu vois.
Parce que lui, forcément, le psychiatre, il a son spectre de psychopathologie, donc il va forcément soit te parler de dépression, de bipolarité, de borderline, de schizophrénie ou de choses comme ça. Et il va faire avec ce qu'il a. Donc après, il y a des psychiatres qui sont aussi formés à la psychothérapie, donc l'accompagnement vraiment en tant que tel, à la psychologie, à d'autres outils, etc. Là, oui, c'est intéressant. Mais forcément, quand tu vas voir un dentiste, lui, il va te dire que tu as un problème de dents. Quand tu vas voir un médecin chinois, il va te dire que tu as un problème de rein et de méridien, de je sais pas quoi, tu vois. Quand tu vas voir... Donc, en fonction forcément, en fonction de la pratique, chacun voit midi à sa porte. Et c'est pas toujours adapté. Est-ce qu'il y a d'autres peurs pour toi qui sont liées à l'expression de la masculinité d'une certaine façon dans notre société actuelle? Tu disais tout à l'heure que tu avais peur de dire des conneries. Ouais. Et que ça aussi, c'est sans doute une peur qui fait que... Alors, la peur de dire des conneries, de manière générale, je pense que c'est tout le monde. Maintenant, la peur de dire des conneries en tant qu'homme par rapport au sujet des hommes... Ouais. Tout le monde n'a pas peur de dire des conneries. Hein. Non, mais je veux dire, c'est humain. Oui. C'est dans le sens où c'est pas genré, quoi, si tu veux. On a tous peur à un moment donné du jugement, quoi. Tu vois, donc si c'est pas dire une connerie, c'est mal faire quelque chose, tu vois. Après, dire des conneries en tant qu'homme sur le sujet des hommes ou sur le sujet des hommes et des femmes... je pense que c'est très contemporain. Je pense que c'est très contemporain parce que je crois que les femmes, pour de très très bonnes raisons, ont développé à leur tour des comportements qu'on pourrait qualifier avec le filtre masculin ou viril, la virilité, qui va être de l'ordre effectivement de, pourquoi pas, de la domination, la puissance, de l'agressivité, des choses comme ça. Et donc la peur de dire des conneries quand on est un homme, c'est aussi derrière la question de ok, mais comment on fait ? Comment je fais ? Parce que vu que de base ma condition de XY fait que je suis du mauvais côté, pour beaucoup de femmes en tout cas, il y a un truc où c'est un peu, ça me fait penser au morceau de I.A.M. Je suis pas né sous la bonne étoile, quoi, mais je suis pas né avec le bon chromosome, quoi, tu vois. Donc la peur de dire des conneries, c'est aussi une remise en question de quelle est ma place, comment me positionner par rapport aux autres hommes, par rapport aux autres femmes. Et ça, je crois que c'est contemporain dans la mesure où ça... c'est une des conséquences qui peuvent être néfastes pour les hommes. C'est une des conséquences du redressement de la femme, du fait que la femme se mette enfin debout, et que elle, parfois elle a besoin de taper du poing sur la table, ce qui est nécessaire, mais ce qui est nécessaire de manière ponctuelle. Là où il y a pour moi une grosse illusion et un piège dans tous ces mouvements-là, c'est que, encore une fois, si c'est juste pour inverser la vapeur, ça va rien changer. On va juste, ça sera pareil, mais dans l'autre sens, quoi. Donc, la peur de dire des conneries, c'est aussi, si on prend des termes plus psychanalytiques, c'est vraiment la peur de la castration. Pour moi, ça me fait penser à une autre peur qui est du coup la peur de l'impuissance, qui est très très présente chez les hommes, qui est encore une fois potentiellement liée au fait de ne pas pouvoir bander, ou pas avoir de pouvoir, ou pas pouvoir pénétrer, donc on y revient. Donc pas pouvoir pénétrer et encore moins se laisser pénétrer, du coup, ce qui est con parce que du coup c'est ce qu'on disait, c'est vachement sympa de temps en temps. Mais c'est ça en fait, c'est que tu vois, c'est marrant, on en revient au début, finalement, il y a un truc de... Si t'as peur de dire une connerie, t'as pas 10 000 solutions. C'est soit tu dis ta connerie et t'assumes de voir ce qui se passe, soit tu dis rien et justement tu te laisses pénétrer et tu laisses... Il y a plutôt quelque chose de passif, mais qui est parfois sain. C'est parfois mieux de rien faire et de rien dire. Et dans ces cas-là, effectivement, peut-être que
ça va dépendre aussi de l'interlocuteur que tu as en face, tu vois, si la personne est à l'écoute ou pas, si tu sens que ce que tu dis peut être accueilli. Donc, dire des conneries, en fait, c'est là aujourd'hui, moi, ça ressemble plutôt à est-ce que je vais mettre une femme ado, en gros, ou un féministe homme ado. Et tu vois, c'est vraiment ça qui me rend triste, moi, profondément pour notre société, c'est que malgré toute la bonne volonté, on recrée de la division, on recrée de la séparation, on recrée des clans, on recrée des conflits. Et je dirais que si c'est une étape que l'homme ait un peu peur aujourd'hui d'ouvrir sa gueule ou de dire des choses, etc., c'est certainement que c'est nécessaire, mais il faut que ça s'ajuste, parce que derrière cette espèce de couvercle qu'on peut se mettre en tant qu'homme là aujourd'hui, il y a un moment donné où pareil, ça va péter, quoi. Donc voilà, l'idée c'est que si ça génère pas plus de violence a posteriori, tant mieux. Mais il y a un endroit où il y a des choses qui doivent s'exprimer. Moi, malheureusement, tu vois, j'ai des potes célibes depuis un moment qui ils ont peur de draguer, ils ont peur tu vois, d'envoyer un message sur Insta, parce que si c'est sur Insta, il y a une capture d'écran, et s'il y a une capture d'écran, on va te balancer. Bien sûr qu'il faut pas confondre la drague et la séduction, et puis le non-respect, tu vois, le non-consentement, etc. Évidemment. Mais ça, c'est mes potes, donc ils sont pas, ils ont cette conscience-là, si tu veux. Mais même avec cette conscience-là et cette intelligence-là, ils n'osent pas. Ils n'osent plus. Alors, c'est pas forcément des gens qui osaient beaucoup avant, mais je veux dire, là, c'est encore pire. C'est encore pire. Il y a des gens pareils, tu vois, toutes ces mouvances un peu de balancer tout et n'importe quoi. Je dis vraiment tout et n'importe quoi, parce que dans tout, il y a effectivement des cas qui nécessitent qu'ils soient balancés, soient balancés dans le sens où qu'ils soient réglés, rendre justice en tout cas, ouais. Mais il y a des cas où on se croit dans une cour, quoi. On se croit dans une cour d'école où il m'avait dit, tu vois, ils vont tous aller voir la maîtresse là et dire voilà, il m'a piqué mes billes et machin. Ça vient d'où, pourquoi ? Pour toi, ça vient d'où ce phénomène ? De tout balancer comme ça ? Ouais. Bah, je pense qu'il y a une grande rage de la part des femmes, ce qui est, encore une fois, je trouve ça normal après tout ce qu'elles ont subi, tout ce que les hommes leur ont fait subir, moi y compris. Maintenant, je me pose juste la question de qu'est-ce qui se passe quand on aura coupé les couilles de tout le monde, quoi, en fait. Du coup, mes couilles dans le sens vraiment physique, c'est-à-dire quand plus aucun homme osera aborder une femme, osera faire quoi que ce soit, etc. Je sais pas, est-ce que ça signe pas aussi, mais ne serait-ce que, tu vois, ne serait-ce que du point de vue de la biologie, je sais pas, il y aura plus d'enfants, il y aura plus, c'est quoi, comment on se reproduit. Donc je suis pas sûr que le fait de balancer de cette façon-là et uniquement balancer, c'est-à-dire tu veux vraiment, dire sur les réseaux sur les réseaux, bah oui, surtout qu'en plus il y a vraiment tu vois, les réseaux, ça reste une poubelle géante, donc il y a des super choses, il y a des choses vraiment où c'est une information qui est vraiment toxique, quoi. Voilà, maintenant, mais ça me pose vraiment question, quoi. Mais tout comme ça me pose question de mettre faire un post avec un drapeau noir ou un drapeau bleu. Tu vois, je veux dire, c'est qu'est-ce qui se passe vraiment, quoi. Je sais pas si les gens se posent vraiment la question, tu vois, quand ils le font, tu vois, qu'ils se disent ok, alors là j'ai bien compris la situation, a priori, voilà, machin, et du coup je pense que mon action par rapport à telle situation est nécessaire pour telle ou telle raison. Je sais pas, en fait.
Je dis pas qu'il faut pas le faire, je dis pas que c'est pas bien, je dis pas que c'est bien, ça me pose question vraiment, quoi. Il y a pas mal de mecs qui... Enfin, il y a une forme de culpabilité, je pense, chez des mecs, Ouais. d'être des mecs, tu vois. Ouais. Et en fait, je pense aussi qu'il y a un discours un peu radical où ils ont tendance à croire que de ce fait-là, il faut rejeter tout ce qui est masculin chez eux. Comment tu te positionnes, toi, par rapport à ça ? Bon courage. Non, mais à moins qu'on change tous, tu vois, qu'on se fasse tous opérer, qu'on fasse une thérapie pendant X années et qu'on... Non, même pas une thérapie, mais un lavage de cerveau, quoi, parce que... c'est ce que je te disais tout à l'heure, je crois, en amont, c'est que je disais... je pose vraiment la question de est-ce qu'il n'y a pas des choses à garder du patriarcat, quand même ? Est-ce qu'il faut vraiment tout éradiquer ? Est-ce que vraiment on a envie d'effacer 2000 ans d'existence ou plus parce qu'il y a vraiment tout acheté ? Je sais pas, et peut-être qu'il y a des choses qui ont quand même été nécessaires, qui ont été productives, ou qui ont été dans le sens de notre progrès, notre évolution, enfin voilà. C'est fondamental ça de se dire il faudrait que je rejette tout ce qui est masculin en moi, parce que c'est vraiment une crise identitaire, quoi. Ça pose aussi la question de finalement si je rejette tout le masculin en moi, c'est que j'ai pas eu de modèle sur lequel m'appuyer aussi, tu vois. Il y a ce truc de en fait a priori tous les exemples que j'ai autour de moi de masculinité ne sont pas valables, vu que je suis dans ce groupe de masculinité. Il faudrait que j'éradique tout. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait ? Qu'est-ce que ça veut dire de la société, de notre civilisation ? Enfin, tu vois, je veux dire, c'est la masculinité en tant que telle qu'elle est décrite en ce moment, est beaucoup trop proche de cette division entre l'homme et la femme, en fait. Enfin, je reviens toujours à cette idée fondamentale qui peut être plutôt orientale, mais qui est quand même qu'on est fait des deux, tu vois, qu'on est fait d'un homme et d'une femme. Donc on a les deux. Tu vois, je sais pas si tu fais un... J'en sais rien, moi, tu vois un chien bâtard où c'est un caniche et un doberman qui se sont reproduits, il est à la fois doberman et à la fois caniche, quoi. Donc c'est pareil pour nous, en fait. Et c'est complémentaire, en fait. C'est ça qu'il faut vraiment pas oublier, je crois. C'est qu'il n'y a pas un bon ou un mauvais, c'est qu'il y a du bon et du mauvais dans les deux. Donc, enfin, du bon et du mauvais, dans le sens où il peut y avoir quelque chose de très épanouissant dans le masculin et très toxique dans le masculin et dans le féminin aussi. Mais du coup, un homme qui se couperait de tout ce qui est masculin chez lui se couperait de la moitié de lui-même et c'est plus qu'un demi-humain. Enfin, ou alors, après, ça va faire des robots, quoi, tu vois. C'est genre, je sais pas, on est en 3042 et t'as que des demi-femmes robots et des demi-hommes robots. Je sais pas. C'est trop bizarre, quoi. Enfin, c'est flippant pour le coup, tu vois. Mais je pense qu'il y a un désarroi, c'est-à-dire qu'en gros, il y a un désarroi sur quoi je peux m'appuyer dans le masculin pour m'épanouir, quoi, pour exister. C'est pour ça que je dis, est-ce qu'il y a quand même pas des trucs à garder quand même, tu vois Et selon toi, c'est quoi les trucs sur lesquels on pourrait s'appuyer ? Si moi je reprends l'idée fondamentale du masculin et du féminin, ou en tout cas de l'énergie ou de la polarité masculine ou féminine, si on sort un petit peu des carcans occidentaux, encore une fois, il y a l'énergie qui nous pousse à aller de l'extérieur vers l'intérieur et l'énergie qui nous pousse à aller de l'intérieur vers l'extérieur. Donc en fait, si on imagine que l'énergie du masculin, c'est l'énergie qui nous pousse à aller de l'intérieur vers l'extérieur, de l'intérieur vers l'extérieur. On est tous déconfinés déjà. Non, je déconne. Non, mais du coup, c'est nécessaire. C'est aussi nécessaire que de... Il y a aussi ça dans la sexualité du Tao ou des choses un peu orientales, c'est que tu as à la fois cette idée que... comment expliquer ça simplement sans rentrer dans la... qu'il va y avoir une énergie qui permet de diffuser et de relier, et une énergie qui nous permet plutôt de mettre l'accent sur quelque chose de ponctuel, tu vois.
Ce qui est souvent le cas pour un orgasme féminin, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se diffuse, mais il y a quelque chose qui se diffuse à l'intérieur, donc il y a une implosion. Et chez l'homme, ça va être ponctuel, ça va être 10, 4, 3 secondes d'explosion de l'intérieur vers l'extérieur, ponctuelle. Et donc, cette énergie-là, elle est nécessaire pour se mettre en action, elle est nécessaire pour... alors oui, c'est pas forcément l'énergie qu'on utilise pour créer du lien. Tu vois, là, on est tous les deux, on crée du lien, on prend du temps, etc. Mais ce qui fait qu'à un moment donné, on a ponctuellement pris rendez-vous, structuré les choses, bah, c'est l'énergie du masculin. Et c'est ce qui permet à n'importe quel humain, homme ou femme, à un moment donné, de poser des actions ponctuelles, parce qu'en fait, il y a une concentration d'énergie qui nous amène à une action. Tu vois, pour qu'il y ait une action, il faut qu'il y ait assez d'énergie pour pouvoir mettre en place cette action. Alors que dans l'énergie plutôt du féminin, bah, il va y avoir quelque chose qui est de l'ordre de la diffusion, qui est de l'ordre de l'intérieur. Intérieur dans le sens de l'intimité, mais pas forcément psychologique, quoi. Enfin, je veux dire... Et ça, c'est une énergie qui est nécessaire pour justement créer du lien, être en relation, fédérer, etc. Tu vois, parce que du coup, si on n'est que dans le masculin, et c'est la société patriarcale qui est basée là-dessus, la société patriarcale est basée que sur le masculin, c'est-à-dire beaucoup d'énergie pour des choses ponctuelles, mais tout le temps. Donc, imagine-toi, t'es la journée, et en fait, t'es dans une société patriarcale, t'es éduqué en tant qu'homme à être un homme viril. Du coup, ça veut dire qu'en fait, toute la journée, tu vas dépenser énormément d'énergie pour plein d'actions ponctuelles. Tout le temps. Alors qu'en fait, si tu regardes dans ton quotidien, t'as pas besoin d'autant d'énergie pour ce que tu as besoin de faire, tu vois. Donc moi, je crois que globalement, dans la gestion de ces énergies-là, dans le quotidien, que ce soit pour un homme ou pour une femme, ça peut pas être 50-50. Je pense que la détente et la fluidité dans notre quotidien, elle arrive quand il y a un peu plus de féminin et du masculin ponctuellement quand c'est nécessaire, quoi. Mais parce que ça demande beaucoup d'énergie. Dans le Tao, on parle aussi beaucoup de ça, c'est-à-dire que du coup, chez les hommes, dans le Tao, on évite d'éjaculer. Parce qu'en fait, l'éjaculation demande énormément d'énergie et du coup fait une dépense d'énergie qui est incommensurable. Un tiers de l'énergie du corps qui est dépensée sert à créer le spermatozoïde et le sperme. Comment ça ? Bah, cette petite industrie que tu as dans tes couilles, oui. En gros, c'est une usine, une fabrique. Elle fabrique, tu vois, elle fabrique ta semence, elle fabrique ton sperme. Et donc, le corps, lui, passe à peu près un tiers de son énergie à fabriquer ça. Parce qu'en fait, vu que ça, c'est ce qui va permettre la survie de l'espèce, bah, le corps, il est fait pour qu'un tiers de l'énergie un tiers de son énergie soit dépensé pour cette fonction-là. Après, tu as les fonctions endocriniennes, tu as les fonctions digestives, bien sûr, et puis le cerveau. Donc du coup, dans le Tao, on dit souvent que c'est important pour l'homme de ne pas éjaculer, parce que du coup, déjà, il y a une confusion entre l'orgasme et l'éjaculation, et que le fait de ne pas éjaculer fait qu'on peut refaire circuler l'énergie et la maintenir. Donc de temps en temps, il faut quand même faire une vidange, c'est important. Mais dans l'absolu, on n'aurait pas besoin, tu vois. Alors au début, ça fait un peu mal, c'est sûr. C'est pas toujours agréable, et puis c'est pas facile. Mais une fois que tu rentres dans cette espèce de flow, au bout d'un moment, en fait, t'es dans une énergie où t'es plus dans l'énergie du féminin, c'est-à-dire que t'es beaucoup plus dans quelque chose de diffus et d'intérieur, quoi. T'es moins dans beaucoup d'énergie à un moment ponctuel pour l'éjaculation. Et donc dans notre quotidien, c'est pareil, c'est-à-dire que si on regarde bien, j'ai pas besoin là de beaucoup d'énergie pour m'exprimer, pour être en lien avec toi. Je suis plus dans mon féminin, tu vois. Du coup, le masculin est en repos. Mais ça, bien sûr que c'est une conception du monde et que je suis pas en train de dire la vérité, mais je me dis juste dans mon expérience que c'est ça qui m'a en tout cas permis d'être un peu plus tranquille, quoi, tu vois, aussi. Et je pense qu'il y a une des clés par rapport au sujet de ton podcast, pour moi, c'est comment est gérée justement l'énergie sexuelle chez les hommes. Une des grandes causes... Est-ce qu'il faut qu'on fasse un épisode spécial sur le Tao, tu penses ? Non, je pense pas. Enfin, sauf si ça intéresse... si tu vois que ta communauté est intéressée, on peut faire un truc court, bonus, j'en sais rien. Enfin, ce que je veux dire, c'est que la gestion de l'énergie sexuelle chez les hommes, elle est fondamentale. C'est parce que tu vois bien justement le féminisme est là pour ça aussi, pour nous montrer que l'homme ne sait pas gérer son énergie sexuelle.
Parce que c'est surtout ça le problème, en fait. Ouais. Qu'après, il apprenne à communiquer et à être respectueux, etc. C'est une chose, mais s'il est pris par son énergie sexuelle et qu'il la subit, ben, même s'il apprend à communiquer, à un moment donné, ça le dépasse, quoi. Donc, la gestion de l'énergie sexuelle chez l'homme, elle est fondamentale parce que c'est encore ça, c'est encore l'idée que derrière la retenue, derrière la rétention de l'éjaculation, par exemple, derrière la maîtrise de l'énergie sexuelle et de savoir comment tu la diffuses à l'intérieur de toi et comment c'est tout ton corps, en fait, qui est dans cet espace-là, dans ce plaisir-là, etc., et pas juste les parties génitales. Pour la décharge, ça donne lieu au fait que justement, si c'est pas la décharge qui est importante, du coup, il y a forcément moins d'actions qui vont aller dans ce sens-là. Donc, moins d'actions, moins de textos irrespectueux, moins de mains au cul dans le métro, moins de flashers, moins de... Tu vois, justement parce que c'est maîtrisé, en fait, quoi. Et pour moi, ça, c'est une clé fondamentale dans ce qu'on pourrait vouloir dans cette espèce de monde à venir, qui est déjà présent parce qu'on est en train de le faire. C'est vraiment une éducation de l'énergie sexuelle chez les hommes, quoi. À partir du moment où il y a ça qui est géré, déjà, t'es beaucoup moins dans l'agressivité, t'es beaucoup moins dans la violence, t'es beaucoup moins dans le non-respect, etc. Déjà parce que t'es un peu plus en contact avec ce que peut ressentir la femme. Et puis on en revient à ce fameux doigt dans le cul, quoi. Mais Oh God. Il revient toujours. Bon, si vous voulez un épisode spécial bonus sur comment faire pour gérer votre énergie sexuelle, envoyez-moi des petits DM. La question que merci beaucoup Angelo pour tout ça parce que c'est hyper riche. Je pense que tu amènes plein de clés, tu donnes plein de clés. Okay. Même pour moi en tant qu'intervieweur, tu vois, je sens que tu me files des billes que j'ai pas encore en fait pour la suite de mes interviews. Là, tu disais tout à l'heure que l'un des problèmes aussi, c'est que on avait assez peu de rôle modèle masculin positif. Donc, une des questions que Mimi posait à l'époque quand elle faisait le Boys Club et que je trouve il faut vraiment continuer à garder, c'est quoi pour toi un modèle positif masculin ? Que ce soit quelqu'un autour de toi, une personnalité. Et je me rends compte qu'il faut que je le dise plus... Je le dis en amont à mes invités parce que souvent ils sont perdus face à cette question, ce qui est en soi déjà un vrai problème. Non, mais moi la réponse qui me vient, c'est qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas dans la mesure où je crois que justement dire qu'il y aurait un mec qui représenterait ça, ce serait encore la division en fait, tu vois. Ce serait dire lui il est bien et les autres, vous avez des trucs à apprendre. Si on est vraiment là pour créer un espace où les hommes et les femmes vivent en harmonie, si on aller très très loin dans l'idéalisme, je vois pas pourquoi je ferais 2 camps ou plusieurs camps dans les hommes, entre ceux qui sont éveillés, ceux qui sont pas éveillés, ceux qui ont compris des choses, ceux qui n'ont pas compris. Moi, le boucher en bas de chez moi qui se pose pas de questions et qui vit son truc et qui est dans un patriarcat classique où c'est la femme à la maison et machin, et où lui il va couper sa viande la journée, c'est un homme aussi, quoi, tu vois. Donc non, je crois que si on veut un modèle, faut tenter de l'incarner en s'inspirant justement de plusieurs fragments de personnes jusqu'à pouvoir se sentir cohérent et un avec tout ça, quoi, tu vois. J'aurais pas envie de dire un modèle en particulier parce que déjà si je donne des noms, ce sera certainement à 50% ma projection, donc ça sera pas vrai. Ce sera ce que moi j'ai envie de voir de lui. Donc si c'est ce que j'ai envie de voir de lui, ça veut dire que c'est en moi, donc c'est pas plus mal, c'est plutôt positif, tu vois. Non mais c'est vrai, tu vois, c'est que quelque part finalement, oui, peut-être que l'exercice qui est intéressant de trouver un modèle et de pourquoi pas, s'il y a des noms qui vous viennent, vous dire que si vous voyez ça chez cette personne, c'est que c'est vous aussi, et que c'est en vous aussi, ça peut peut-être être une source, tu vois, inspirante de se dire, attends, mais lui je l'aime bien, oui, mais tu l'aimes bien parce qu'en fait, toi tu vois ça, si tu peux le voir, c'est que tu sais ce que c'est que tu connais, c'est que c'est en toi. Donc en fait c'est bon, tu peux arrêter de le regarder, tu peux juste te regarder maintenant et en profiter, quoi. Waouh. Non mais
Bah écoute, très bonne réponse. J'espère que tout le monde répondra pas comme toi parce que sinon... Mais ta réponse est intéressante. Et surtout, je trouve qu'elle donne le change par rapport à tout ce que tu as pu dire avant, essayer de prendre un peu de recul par rapport à cette interview, à cet exercice. Donc, merci beaucoup. Bah, merci à toi. Bon, si ça vous a intéressé, déjà, allez suivre Angelo sur les internets. Je vous mettrai le lien dans les notes du podcast. Et puis, ton livre sort le 14 octobre. Soit la veille de la sortie de ce podcast. Ah, mais toi, t'es bien là. Hein. Je suis au top. Donc, et le livre s'appelle pas Balance ta peur, s'appelle Les 21 peurs qui empêchent d'aimer. Ouais. Eh merci beaucoup. Merci à toi. J'ai hâte d'avoir vos retours, chers auditeurs et chères auditrices, sur ce que vous avez pensé de cet épisode un peu spécial par rapport à d'habitude, mais en tout cas hyper intéressant. Désolé. Non, mais dis pas désolé, enfin. J'ai peur de dire des conneries. Non, mais t'inquiète. Ça fait pas de toi moins un homme, tu sais.